De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international dans les locaux de TV5 Monde. Nous sommes à la 20e heure de direct et nous allons consacrer cette émission à Porto et au Portugal. Alors, situé sur la façade atlantique, le pays a le vent en poupe chez les Français depuis quelques années. Il s'y installe en masse, notamment à Porto. Avec près de 250 000 habitants, Porto constitue la seconde agglomération après Lisbonne. Nichée sur les bords du Rio Douro, la ville renaît de ses cendres, ce qui lui vaut le surnom de Cidade Invicta, la ville invaincue. Avec moi sur le plateau pour en discuter, Frédéric Ibanez, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président du groupe Optilingua International de la filière au Portugal. Oui. Vous êtes basé à Guimarães, qui est dans le sud, et à Lisbonne. Ah, c'est pas tout à fait ça. Oui, effectivement, j'ai été basé pendant de nombreuses années à Guimarães et j'ai toutes mes affaires qui sont restées à Guimarães. Moi, je vais aller plus au sud pour y vivre. Avec moi également Cécile Gonçalves. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directrice de Maison au Portugal. Vous avez vécu 6 ans au Portugal et vous y travaillez quotidiennement en faisant des allers-retours. Tout à fait. Avec moi également Pierre-Henri Tamé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Tamé Group et vous êtes consul honoraire de France à Porto. Oui. Avec moi, Carlos Vinhas Pereira, vous êtes directeur général de Fidelidade Mundial et président de la CCIFP. Et enfin, avec moi, Paulo Duarte, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur délégué de Constructel. Et justement, vous êtes là. Je vais vous laisser la parole, Monsieur Vinhas Pereira. Vous avez un prix à remettre à Monsieur Duarte. Tout à fait, un prix bien mérité que nous voulons remettre, donc un prix d'excellence, que nous voulons remettre donc à la société Constructel, qui est une société justement qui remplissait ces critères de donc une entreprise portugaise qui est venue investir en France, qui a créé de nombreux emplois, des centaines d'emplois, je laisserai après Paulo Duarte en parler, et qui pour moi est l'exemple d'une installation réussie et de création de valeur, création de richesse en France, alors que c'est un très grand groupe au Portugal, c'est le groupe Visabera, qui est également un grand membre, qui est un des membres fondateurs de la Chambre de commerce franco-portugaise. Donc d'abord, je voulais lui féliciter et lui remettre ce prix, si je peux me permettre. Bien sûr, je vous en prie. En tout cas, bravo, félicitations. Merci. Tenez, Voilà, je vous en prie, revenez près du plateau. Voilà, on va l'applaudir. Un petit mot rapide. Je vous en prie. Constructel vous remercie pour l'attribution de ce prix. Ce trophée est le symbole d'une coopération bilatérale entre le Portugal et la France, longue d'une quinzaine d'années pour notre part, ayant conduit Constructel à devenir en France et dans les départements d'outre-mer un leader dans la construction et la maintenance des réseaux de télécommunications fixes et mobiles. Cette coopération a permis à Constructel, sur les 6 dernières années, par exemple, à multiplier par 4 son chiffre d'affaires et à multiplier par 5 son nombre de salariés, pour s'établir à fin 2016 aux alentours de 120 millions pour le chiffre d'affaires et plus de 2200 salariés. Bravo. Pour le nombre de collaborateurs. Cette réussite s'explique principalement par une relation forte qui existe avec le Portugal et notamment notre actionnaire principal, le groupe Visabera. Le groupe Visabera qui est un groupe très diversifié au Portugal, qui a différentes activités dans la construction et la maintenance des réseaux télécoms, mais également sur les autres réseaux d'énergie, dans l'immobilier, la construction, le BTP, le tourisme, dans également l'industrie, notamment avec Vis Alegre Atlantis. Un groupe fort de sa diversité et de son savoir-faire et qui a su profiter des coopérations entre le Portugal et la France pour s'étendre et s'implanter en France de façon pérenne. Aujourd'hui, les relations entre le Portugal et la France ne cessent de s'intensifier et ne peuvent que pousser les groupes comme le nôtre à continuer à investir et à conquérir la France. Encore merci. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Très bel exemple. Merci beaucoup. Justement, on va faire un petit point avec vous rapidement, avec Monsieur Pierre-Henri Tamé, sur la présence française au Portugal et à Porto. Qu'est-ce qui se dessine? Quelle tendance se dessine en ce moment? Il y a deux présences françaises. Il y en a une qui est éphémère, qui est à travers le tourisme. Il faut savoir quand même qu'il y a 17 vols
par jour entre Porto et la France. Donc on a un nombre de touristes qui augmente. On doit être de l'ordre de 200 000 par an, je crois, aujourd'hui. Puis après, il y a la présence française à travers les entreprises françaises qui font venir des Français en expatriation, qui représentent donc on parle du cas du travail dans ce cas-là, et ça représente pas mal de monde. Et le reste, ce sont des Français qui viennent s'installer parce qu'ils trouvent que Porto est une ville magnifique, pleine de sécurité, pleine de charme. On y reviendra après si vous voulez. Oui, voilà. On va remercier Monsieur Duarte. Attendez, restez avec nous. Juste avant de diffuser une vidéo de notre partenaire Barnes, et c'est Francisco Xavier Esteves qui nous parle du marché immobilier au Portugal. La quantité de chantiers que nous observons aujourd'hui vient faire face à la demande de beaucoup d'étrangers qui désirent s'installer et investir au Portugal. Le programme de Golden Visa et de résidents non habituels sont d'autres raisons qui attirent beaucoup d'investissements et de gens qui viennent s'installer à Lisbonne. Il y a un excellent climat. Vous pouvez trouver des appartements de bonne qualité, très bien placés, au centre-ville, à Porto à partir de 3 000 € le mètre carré et à Lisbonne à partir de 4 000 € le mètre carré d'appartements haut de gamme. Le Portugal en chantier, c'est un petit peu l'impression qu'on a en ce moment. Cécile, vous travaillez dans le marché immobilier. Quelle tendance se dégage? Oui, bah écoutez, effectivement, Maison Portugal existe depuis une trentaine d'années et appartient à un groupe immobilier qui ne vend pas qu'aux Français, mais également aux Portugais. On voit aujourd'hui que depuis la crise de 2008, depuis fin 2013, on amorce le renouveau de l'immobilier au Portugal. Alors de deux manières. Il faut savoir que 80% des acheteurs sont portugais. Donc effectivement, on a par contre 20% d'acheteurs qui sont aujourd'hui internationaux, qui ont découvert le Portugal depuis la crise. Et c'est le cas notamment des Français qui sont maintenant les premiers investisseurs étrangers en termes de transactions parmi la communauté étrangère qui soit investit, soit s'installe au Portugal. Ces investisseurs adorent le centre historique, aussi bien de Porto que de Lisbonne ou des villes, de différentes villes du Portugal. Et effectivement, il y a de plus en plus de rénovation dans le centre des villes du Portugal par ce phénomène, soit de gens qui veulent un pied-à-terre, soit de gens qui veulent investir pour de la location saisonnière, entre autres. Vous le voyez, Frédéric, au quotidien, justement? Pas dans le nord du Portugal, parce que j'habite dans un petit village, mais ma résidence était dans un petit village. J'habite à Albufeira, dans le sud du Portugal, donc dans l'Algarve. Et là, effectivement, c'est tout à fait ce que dit madame. Énormément de Français qui achètent des biens immobiliers, soit pour y résider quand même. Beaucoup de Français viennent y vivre pour une question climatique et sécuritaire, mais aussi beaucoup qui investissent pour faire des locations saisonnières et investir leur argent avec des biens immobiliers dont la valeur va exploser dans les années à venir. Oui, au jour d'aujourd'hui, on a des prix extrêmement bas. En termes de prix au mètre carré, on se situe où? Porto, Lisbonne, Faro? Effectivement, dans des biens de qualité rénovés, je pense qu'on se situe environ à 3 000 € à Porto. On se situe aux alentours de 4 000, 4 500 € sur Lisbonne. Et dans l'Algarve, en fonction des villes, et puis évidemment, c'est à pondérer, ça dépend de vos vues, etc. On est plutôt sur du 2 000 € du mètre carré. Donc, mais ce n'est pas la même typologie de gens qui s'installent entre Porto, Lisbonne et l'Algarve. On voit des clients qui ont des aspirations très différentes. Comme disait le monsieur Frédéric Ibanez. Vous ne m'avez pas cité non plus, donc je prends l'appareil, excusez-moi. Et donc, effectivement, dans l'Algarve, les gens veulent s'installer, vraiment être les pieds dans l'eau, la tranquillité, le meilleur climat possible, un prix au mètre carré qui est très sympathique également. À Lisbonne, ce sont plus des gens qui sont plus urbains, donc qui souhaitent avoir une diversité culturelle différente. Je
je pense qu'à Porto, on a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui s'installent parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'investissements français sur la région de Porto, comme il y en a également à Lisbonne actuellement, mais ce sont plus des gens dans le service en fait. Donc voilà, on a des typologies très différentes de comportements et d'envie, d'aspiration des clients. D'accord. Donc beaucoup de Français qui s'installent au Portugal. Cela commence en tout cas à soulever un problème au regard de la scolarité des enfants. On écoute Gilles Lasrade, qui est proviseur au lycée français international Marius Latour de Porto, nous informer sur le sujet. Bonjour Paris. Depuis 2 ans, nous constatons un fort afflux de familles françaises qui viennent s'inscrire ici au lycée français international de Porto. Cette tendance s'accentue d'année en année. Cette année, par exemple, plus de 100 nouveaux enfants sont arrivés au lycée français international de Porto, dont 50% d'enfants français, directement venus de la métropole. C'est un véritable questionnement pour notre établissement, d'autant plus que pour la rentrée suivante, la tendance se confirme et s'accentue. Beaucoup plus de demandes que les années précédentes pour l'instant, alors que traditionnellement, les familles françaises se manifestent plutôt à partir du mois d'avril pour une inscription pour la rentrée de septembre. Cela veut d'ores et déjà dire que très certainement, il nous sera difficile d'honorer toutes les demandes d'inscription que nous allons recevoir. Donc Pierre-Henri Tamé, Gilles Lasrade nous le dit, donc la tendance d'expatriation s'accentue. On a plus de 100 nouveaux enfants cette année, 50% des Français. Est-ce que ça va être un vrai problème pour le lycée français international de Porto, cet afflux d'expatriés? Alors déjà, il faut remettre les choses dans son contexte. Il faut savoir que le lycée est assez récent par rapport au lycée français Charles-Pierre de Lisbonne. Ça veut dire qu'avant, des élèves qui voulaient continuer leur français, qui vivent à Porto et qui voulaient continuer leur scolarité dans un lycée français, devaient se rendre à Lisbonne pour le faire. Donc c'est assez récent. Il y a eu une extension qui a été faite, il y a de la place, etc. Maintenant, il y a un arbitrage à faire. On ne peut pas aussi augmenter les infrastructures de façon anarchique. Je pense qu'il faut l'organiser, parce qu'il faut aussi que le lycée garde son côté exceptionnel et ses résultats, surtout au baccalauréat. Je crois qu'il était de l'ordre de 100% l'année dernière. Il faut savoir que les Français qui sont dans ce lycée à Porto représentent moins de 10% de la population totale, qui est portugaise, bien sûr, en majorité, qui peut être allemande, anglaise et d'autres nationalités. Donc, les Français seront toujours accueillis, enfin les enfants de Français seront toujours accueillis, et cela en priorité, au lycée français de Porto. Il n'y a aucune inquiétude. Voilà. Bon, nous voilà rassurés. On peut quand même soulever la langue française qui était apprise il y a une cinquantaine d'années, qui était la deuxième langue d'apprentissage, qui a été remplacée par l'anglais, et le français commence maintenant à revenir en flèche. Disons que le français était la langue vivante, hein, il n'y a pas très longtemps, il y a même une vingtaine d'années. C'est vrai que donc avant l'anglais était langue vivante 2. Aujourd'hui, effectivement, les anglo-saxons ont su placer leur langue beaucoup plus que nous-mêmes, ou que les Français, que les Portugais ou les Français. Mais aujourd'hui, vu l'engouement, alors on parle effectivement de gens qui s'installent, mais également au niveau des affaires, au niveau des installations des entreprises françaises, et notamment dans la région de Porto, puisque c'est vraiment c'est un choix, et on voit que Porto éclate à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, les entreprises cherchent des gens parlant le français. Et c'est vrai que beaucoup de gens, quand ils nous interrogent sur la langue, mais ça va être un problème, on leur dit tout simplement, c'est que si jamais ils veulent s'adresser en français à quelqu'un, ils choisissent quelqu'un qui a plus de 45 ans, ils ont une grande chance qu'il parle français. Sinon, effectivement, il faudra parler en anglais. Mais aujourd'hui, ce que je note, pour aller très très souvent au Portugal, c'est que de plus en plus d'entreprises internationales, des grandes entreprises de location ou autres, commencent à recruter, en tout cas à exiger la langue française. Et ça, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de demandes, ne serait-ce que pour servir les 2 millions de touristes français qu'il y a eu, ou plus cette année, encore en 2016. Il faut bien des gens qui parlent français. Alors, et c'est un véritable problème. Justement, et une opportunité pour ceux qui veulent aller travailler. On va en reparler juste après une courte pause. On abordera les secteurs d'activité porteurs. D'accord.
can read and I can write. C'est 4 ans. Je sais lire et je sais écrire. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'international consacré à Porto. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag 24HChronoTV. On va parler à présent du business au Portugal. Carlos Vinhas Pereira, quels sont les secteurs porteurs ? Aujourd'hui, les secteurs porteurs, je viens d'en parler, en tout cas, le tourisme est un secteur porteur. On a besoin de construire 70 hôtels au Portugal aujourd'hui, de tout type je dirais, d'étoiles. Le secteur de tout ce qui est donc loisirs, tourisme, immobilier, on vient de le citer. Il y a encore d'énormes affaires à faire, notamment en réhabilitation et dans le secteur locatif. L'industrie de la mer, les secteurs liés également à tout ce qui est industrie, les moules, l'industrie automobile, qui aussi marche très fort. Et dernièrement, depuis surtout l'engouement avec le Web Summit, même si c'était à Lisbonne, on voit qu'aujourd'hui, pour revenir sur Porto, qu'il y a de plus en plus de start-up françaises et de start-up du monde qui s'installent donc à Porto, dans la région de Porto, pour trouver justement des ingénieurs, des gens qui travaillent dans l'informatique à un moindre coût, ce qui permet pour une start-up quand même de démarrer beaucoup plus rapidement. Donc tout ce secteur d'activité, il y a aussi beaucoup d'aides du gouvernement portugais qui a dégagé donc des fonds pour pouvoir aider ces entreprises, pour aider en tout cas l'investissement au Portugal dans ces domaines-là plus précisément. Frédéric Bagnaz, est-ce que votre secteur, qui est le secteur de la traduction, peut être une niche à exploiter ? Dans les services, oui. Mais dans la traduction, il y a une règle précise, c'est qu'on ne traduit que vers sa langue maternelle. Et donc vers le portugais, au Portugal, aucun problème. Vers le français, l'anglais, l'allemand et les autres langues, c'est vraiment très réduit. Les gens souvent parlent correctement sans accent, mais parlent une langue courante. Au niveau de la traduction, on demande beaucoup plus que ça. On demande qu'on écrive parfaitement, dans un style parfait. Et effectivement, nous, on ne prend que des gens vers le portugais au Portugal. L'afflux des Français, notamment des chefs d'entreprise ? Ils sont utiles parce que nous, par exemple, on est présent dans 11 pays, donc on a notre propre call center et centre de production à Guimarães. On a 16 ou 17 personnes et on retrouve très facilement des gens qui sont capables de parler avec des Allemands sans accent, avec des Anglais, avec des Français, des Italiens. J'ai aucun problème. Et pour écrire, ils peuvent écrire, après on fait revoir par un traducteur. On trouve sans aucun problème dans les services remote, j'allais dire en anglais, les services à distance qui passent par Internet. C'est extrêmement facile de trouver du personnel. Et à coût moindre. Beaucoup moindre qu'en France et des gens moins exigeants sur le plan code du travail. En l'occurrence, on est beaucoup plus à l'aise avec un personnel portugais qu'avec un personnel français. Un peu plus flexible, donc. Un peu plus souple, tout à fait. Un peu plus souple. On va se rapprocher de Porto. On va écouter une vidéo de Fatima Maria Rodrigues, qui est propriétaire du Gardenia Apart Hotel à Porto. Et elle nous parle de ses difficultés rencontrées à son arrivée. La ville de Porto est une ville accueillante, on s'y sent bien, on s'y sent d'ailleurs en sécurité, ce qui est important. Concernant nos difficultés suite à notre projet, ont été surtout au niveau administratif, puisqu'il faut être toujours derrière, il manque toujours un papier, les erreurs sont assez récurrentes, donc il faut être très vigilant et contrôler tout ce qu'on vous donne. C'est pour ça qu'il est très important de faire appel à un avocat international qui va pouvoir vous donner les bons tuyaux, les bonnes informations et surtout ce qu'il faut savoir concernant un achat immobilier, que ça soit dans le domaine touristique ou autre. Pierre-Henri Tamé, est-ce que vous êtes d'accord avec Maria Fatima qui nous dit que c'est assez laborieux de créer son entreprise ? Enfin, si on parle pour les Français, il faut savoir que Porto est une ville d'accueil pour les Français.
Il faut rappeler que Porto présente des spectacles en français, enfin la ville investit dans les théâtres, que fait des manifestations, des expositions. Donc il y a tout un mouvement qui est fait par la mairie pour essayer de faciliter l'installation de ces Français qui veulent investir à Porto. Alors malheureusement, on ne quitte pas un système qui est assez bureaucratique, c'est vrai. Il faut rappeler quand même que le Portugal sort d'une dictature. Après, il y a eu un certain nombre d'autres choses. Donc il y a quand même un esprit, ok. Donc on ne quitte pas cet esprit et pour arriver carrément dans une ère complètement nouvelle. Cela dit, au crédit de Porto et du Portugal et de la bureaucratie, dont beaucoup de gens font la critique, il y a beaucoup de services dématérialisés. Il y a un concept au Portugal pour faciliter la vie des Portugais comme des Français vivant à Porto ou au Portugal ou des étrangers, qui s'appelle la Loja de Cidadão. C'est une grande boutique où vous avez tous les services de la mairie, de l'État, même des services privés comme l'électricité, l'eau, le gaz, même le péage. Et dans cet endroit, vous pouvez accéder à tous ces services et rapidement faire le nécessaire. Et puis, il faut aussi rajouter une dernière chose. Si vous souhaitez monter une entreprise, vous avez aujourd'hui des outils pour la monter en 1 heure. Voilà. Au Portugal aussi. Au Portugal. Oui, je vous en prie. Oui, juste pour également corroborer ce que Monsieur le Consul dit, c'est effectivement aujourd'hui cette loge du Cidadão a tellement d'outils informatiques que moi, par exemple, si je viens en France, si je veux faire ma carte d'identité française, je vais attendre à peu près 1 mois. Là, je l'aurai dans les 24 heures. Donc c'est complètement différent. Ils sont très axés Internet, très axés dématérialisation. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je ne suis pas très d'accord avec... Je suis d'accord quand elle dit qu'il faut bien se faire conseiller, mais là je pense que c'est dans le cadre d'une installation. Et là, les avocats, ils sont tout à fait nécessaires. Nous, à la Chambre de commerce, on leur conseille de faire ça. Maintenant, tout ce qui est administratif et autres, là je ne suis pas très d'accord parce que constituer une entreprise en 1 heure, je ne connais pas en France particulièrement. Faire tous les services online, je dirais des services qu'on fait à la mairie. Aujourd'hui, les mairies ont très peu de gens. Ils sont justement délocalisés dans ces boutiques. Alors, Cidadão, ça veut dire citoyen, fait pour les citoyens. Et ils peuvent véritablement avoir tous ces services tout de suite. Je veux dire, je n'avais pas le faire comme ça, mais avec un clic. C'est il faut un peu pondérer les secteurs d'activité. Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect professionnel, où en effet, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Et puis après, il y a des expatriés qui viennent travailler à Porto, aux environs de Porto, puisqu'en ce qui me concerne, on parle de Porto. Et là, il y a des Français qui ont créé des associations, dont une association qui s'appelle Vivre à Porto, qui les accueille, qui les dirige, qui répond à toutes leurs demandes, qui peuvent être une demande de légalisation de véhicules ou louer un appartement. Donc, aujourd'hui, il y a les Français, là où la ville, où l'État ne peut pas répondre, et c'est normal, je dirais que l'intégration de Français, c'est pas le job de l'État portugais ou de la mairie de Porto, par contre, qui aide beaucoup. Dans ce cas-là, il y a des Français qui ont créé des associations et qui reçoivent les gens. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que l'association Vivre à Porto, par exemple, qui était faite par des Français pour les Français, aujourd'hui conseille autant d'étrangers que de Français. Enfin, de non-Français que de Français. C'est assez... donc, ça veut bien dire qu'il y a un engouement, on est bien clair, et que de plus en plus, à travers des actions de l'État et à travers des actions privées, les choses sont facilitées pour s'intégrer au Portugal. Cécile, vous vouliez vous exprimer? Moi, je disais qu'en fait, effectivement, ça dépend des secteurs d'activité. Moi, je vois beaucoup de Français qui viennent à nous, parfois pour investir. Ils cherchent des immeubles à rénover. Et là, je dirais qu'effectivement, il faut bien s'informer, avoir un bon agent immobilier, avoir un bon architecte qui connaisse tous les process, parce que sinon, ce n'est pas seulement la mairie, c'est aussi le patrimoine portugais, ça peut être aussi plusieurs secteurs qui font qu'effectivement, il faut bien s'informer et surtout instruire les dossiers d'une manière convenable, parce que sans ça, on ne s'en sort pas. Donc oui, c'est pas si facile que ça de rénover un immeuble et de vendre les appartements à la découpe, par exemple. Ouais, mais je confirme, parce que ce qui s'est passé, c'est que pendant une grande période, les gens qui avaient des biens immobiliers les ont modifiés, sans forcément les faire licencier. Il faut les faire par la mairie, etc. Et donc, quand un Français arrive et veut acheter un bien, il va avoir un bien de 1000 mètres carrés, mais en fait,
Sur le cadastre. Voilà, ce cadastre, il n'y a que 200-300 mètres. Donc c'est déjà très important d'être bien entouré. En effet, là je dirais que la liste, l'architecte, de l'avocat est hyper important. Mais c'est normal. C'est normal, il faut bien comprendre que c'est un pays en plein boom qui est avec Porto a une accélération dans l'immobilier phénoménale et ça va se faire sans, je ne vais pas dire sans casse, mais il faut bien tout contrôler. Et puis, elle l'a dit la jeune fille, il faut pousser. C'est vrai, il faut pousser, je suis d'accord. Mais c'est normal. Frédéric, vous êtes d'accord avec ça? En termes d'avantages et d'inconvénients, quand on crée une entreprise, comment ça se passe au Portugal? Bon, déjà, il faut savoir que la création d'une entreprise ne se fait pas sous seing privé comme en France. Il faut obligatoirement passer par un notaire. Sinon, les étapes sont à peu près les mêmes. Il faut demander le nom commercial. On demande d'abord l'autorisation d'utiliser le nom commercial à un organisme. Une fois qu'on a l'autorisation, on fait ses statuts, on crée sa société, tout à fait comme en France, devant notaire, obligatoirement. Et après, tout se fait avec des autorisations notariales. En France, le gérant peut intervenir assez facilement. Au Portugal, il faut qu'il y ait des autorisations. Si ce n'est pas le gérant qui intervient, il faut des autorisations notariales pour tout. Oui, enfin, je dirais qu'il y a une surrogation aujourd'hui du notaire vers par l'avocat. Oui, par l'avocat, oui. Depuis 2000, parce qu'on s'est rendu compte que les cabinets étaient... Et aujourd'hui, je dirais que c'est quand même très facile. Très facile de faire prise. Voilà. Oui, je vous en prie. Oui, je dirais que donc à la Chambre, on fait des formations. Justement, on va dire, les formations qui ont le plus de succès chez nous, c'est comment créer une société au Portugal. Et alors, on a tout, des boulangers, des pâtissiers, des bouchers, enfin, tous ceux qui veulent y aller. Et effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait venir carrément ces avocats qui, normalement, devraient être... C'est eux qui se déplacent, et ils leur disent exactement ce qu'ils doivent faire. Donc, ils partent déjà avec... ils n'ont pas besoin de galérer quand ils arrivent, ils ont tout, ils ont vraiment le package, et ça devient facile après. Mais ce qui est étonnant, c'est que, véritablement, il y a des inscriptions. C'est véritablement là où on a le plus d'engouement. Ce sont des petites entreprises. Les grands n'ont pas besoin de nous, mais ces petites, c'est celles qui sont les plus actives pour s'installer au Portugal, et notamment à Porto. Et Pierre-Henri a raison, il y a eu plus de 30% dans l'immobilier, mais que ce soit commercial et habitation. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et on le note tous les ans. Je dirais que les professionnels immobiliers le notent aussi et viennent ici. C'est-à-dire que le but, lorsqu'on a créé le salon de l'immobilier et tourisme portugais à Paris en 2012, c'est là où tout est entre guillemets parti, cet engouement. On note qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de visiteurs, de plus en plus d'exposants. Et donc j'en profite pour dire que ceux qui seraient intéressés, 12, 13 et 14 mai à Paris, porte de Versailles, ils pourront avoir tous ces renseignements pour pouvoir s'installer. Notamment nos amis qui sont ici. Monsieur le consul est bien évidemment invité d'office, et ça nous fera plaisir. Mais je crois une chose que je suis consul honoraire, mais aussi entrepreneur. Voilà. Ok. Et je vais rajouter quand même une chose très importante. Il faut bien comprendre qu'au Portugal, on a aussi une jeunesse qui est très bien formée. Et que c'est vraiment une terre d'opportunités pour créer et développer une entreprise. On parlait tout à l'heure des startups, mais il n'y a pas que le monde de la startup. Moi, je suis dans l'électronique. Je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Les écoles, les universités viennent vous voir pour essayer de trouver des deals, des stages. Je suis admiratif. Alors justement, on va en parler on va en reparler juste après la vidéo de Laetitia De Stéfanis, qui est une Française installée à Porto et qui nous parle du travail avec les Portugais. Sincèrement, les Portugais sont très sympathiques. Ils vous accueillent avec les bras ouverts. Ils sont toujours très, très intéressés et très contents de faire du business avec les Français. D'ailleurs, la plupart des Portugais parlent français ou ont des notions de français. Donc, ils sont très, très ouverts pour le business. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, c'est un système à apprendre. C'est un système qui est complètement différent. C'est un système qui est très familial, où les gens vont se connaître entre eux et vont s'aider, s'entraider. Je pense qu'il faut quelques mois pour comprendre vraiment comment les choses marchent au Portugal, mais de toute façon, le processus est assez simple. La seule chose peut-être serait qu'il faut être patient, que les choses ne se passent pas très rapidement, qu'il faut souvent pousser pour que les choses se fassent.
Il peut y avoir quelques difficultés si on a l'habitude de choses très systématiques, de résultats très rapides. On va avoir plus de mal de ce côté-là au Portugal. Les choses se font plus doucement. Pierre-Henri Tamé, vous vouliez réagir à la vidéo de Laetitia de Stéfanis. Non, mais chaque fois que quelqu'un parle du business au Portugal ou de la création, etc., on n'emploie toujours le même mot qui est poussé. Il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes face à des administrations qui ont leur niveau et leur structure, et que d'un seul coup, il y a un boom important. Déjà, c'est déjà un problème. Il faut dimensionner ces administrations. Mais je crois que la plus grande des causes, c'est que le système portugais est un système très hiérarchique. Et il y a beaucoup de décisions qui doivent se prendre vraiment très très haut. On n'est pas dans un système de délégation comme en France, de délégation contrôlée. On n'est pas dans le même esprit. Il faut faire attention. Il faut bien comprendre qu'il faut que ça monte. Il faut que l'information remonte et redescende. Et là, le problème, c'est que la personne qui est en haut, comme elle délègue rien, elle a une foule de décisions à prendre. Et ça se prend, bien sûr, ça prend du temps. Donc on pousse à cause de cela, en effet. Mais je crois que c'est la raison pour laquelle les gens poussent. Merci. Voilà, pour que le dossier passe au-dessus de l'autre, tout simplement. Cécile, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les codes dans les affaires au Portugal ? Écoutez, je pense que déjà, il faut être cordial et puis surtout inspirer confiance. Je pense que les systèmes de relations sont très importants. Ne pas aller au déjeuner d'affaires, au dîner d'affaires. Donc, je pense qu'il y a toute cette partie de relationnel qui est très importante. Et puis après, faire des affaires comme vous en feriez en France. Et en prenant effectivement plus le temps de vivre et de nouer des contacts initialement. Et au niveau de la qualité du personnel, Frédéric, est-ce que vous avez à redire ou au contraire Dans l'ensemble, on a une très bonne qualité de personnel. Et je reviendrai un peu sur ce que disait monsieur, parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. Le problème du personnel portugais, c'est qu'il a du mal à prendre des décisions, parce qu'il n'a jamais été habitué par son patronat local à avoir le droit de prendre une décision. Tout passe par le chef du chef du chef du chef, ou par le gérant, mais il n'a pas le droit de décider tout seul. Donc, ils ont du mal à prendre des initiatives. C'est le seul reproche que je leur ferai. Il n'y a pas finalement un système à réformer Petit à petit, ça se réforme. C'est en train de se faire. Les mentalités, mais c'est quand même très dur. Hein. Il faut bien comprendre que les enfants qu'on a en face de nous ont eu des parents qui les ont élevés dans une certaine cinématique. Donc, on peut pas, les choses ne changent pas comme ça. Mais vous inquiétez pas, tous ces enfants ne font pas que des écoles au Portugal. Ils vont faire des écoles en France, comme l'INSEAD, etc. C'est très prisé. Hein. Et même dans d'autres pays du monde, comme l'Angleterre ou les États-Unis. Je voulais revenir quand même sur ce que disait tout à l'heure Cécile. Entre Céline et Cécile, c'est dur. C'est penser à deux chansons différentes, c'est compliqué. Elle a tout à fait raison. Je crois qu'il faut bien comprendre que moi je parle de Porto, du Portugal, mais on est là pour parler un peu plus de Porto, semble-t-il. On est dans une ville, dans une région où le sens de la famille, le sens de la solidarité, le sens des valeurs sont très, très forts. Et le sens de l'hospitalité, bien sûr, qui en découle. Et tout ça, ça rythme, bien sûr, la vie des affaires et comment faire les affaires. Voilà, je vais vous expliquer. Le contact. Quand on voit que pour un chiffre d'affaires identique, il faut avoir 2 fois ou 3 fois plus de commerciaux au Portugal qu'en France parce que le client a besoin de parler. En France, il écrit. Alors justement, sur cette chaleur de vie, d'habitude de vie, on va donner la parole à Ricardo Araujo, qui est guide touristique pour vadrouiller au Portugal et qui nous parle justement de ce mode de vie. Mais ce qui aide beaucoup, c'est le style de vie à la portugaise. Et ça, je tiens absolument à le souligner. Car ici, on aime sortir le soir. On aime sortir entre amis, en famille. On aime aller se balader au centre historique de Porto, le long du fleuve, le long de l'océan. On aime aller boire un verre, on aime aller au restaurant. On aime sortir. On a ce contact avec la nature, le contact avec ses amis, ce contact familial. Et ça aide beaucoup à rendre les années plus agréables. Et s'il ne se passe rien à Porto, ce qui est déjà pratiquement impossible, il y a toujours une fête quelque part proche de Porto qui se réalise. Et s'il n'y a pas de fête, ce qui est encore plus impossible, il y a toujours une ville où on peut aller se balader, comme par exemple à Viana do Castelo au nord, mais comme Braga, Guimarães, Barcelos, la vallée du Douro qui est à 80 km de Porto, ou alors au sud, la ville d'Aveiro, mais vraiment entre autres.
Donc on ne s'ennuie pas à Porto. Non, je vous confirme, pour y avoir été le 3 décembre, où on avait un événement, on a fêté notre gala, vous voyez, mais on s'exporte donc au Portugal pour faire. On a fait notre gala là-bas, on a emmené avec nous 280 entrepreneurs. On a signé un protocole d'accord avec le maire de Porto, donc avec la ville, et on a eu donc l'occasion de visiter des sites merveilleux. On l'a fait au Palais de la Bourse, qui est vraiment un site merveilleux. Et on est aussi sorti, on a été à la Maison de la Musique, on est aussi sorti le soir, et ça grouille de partout, ça je peux vous l'affirmer. Et on entend parler le français, on a l'impression d'entendre des cigales, mais qui parlent en français, parce que le fait de faire des petits week-ends allongés à Porto, c'est 1h30 de transport, comme vous disiez tout à l'heure. C'est l'avantage, mais c'est vraiment un gros avantage. Faro, dans le sud du Portugal, est à 3h, 2h30, 3h 2h30. 2h30, Lisbonne. Il y a moins de vols. Il y a moins de vols directs. Il y a 17 vols par jour. Hein, faut passer 17 vols par jour. Porto-France. Porto-France, c'est 330 si on parle du Portugal et des différentes villes françaises. Donc c'est quand même important. Mais c'est vrai que je rejoins sur ce côté. Donc on rejoint le côté famille, le côté être chaleureux et qui se retrouve dans les affaires, puisque d'abord on va avoir un contact un petit peu plus, on va dire, on va parler de la vie personnelle. Parce qu'on aime connaître l'autre avant de faire des affaires. Je dis pas qu'on serait proche des Chinois, mais les Chinois aiment bien aussi faire ce genre de choses, mais il y a une similitude. Comme ça aussi. Voilà. Et un fait important, pour vous donner le côté familial, ce sont les parents. Les parents sont sacrés, c'est-à-dire qu'il ne serait jamais arrivé ce qui est arrivé malheureusement lors de la canicule en France, parce que les parents vivent ou avec les enfants, ou sont véritablement dans le cercle familial. Ils sont très peu dans des maisons, de retraite. Oui, on ne met pas les anciens dans les maisons de retraite au Portugal. On essaie de les garder le plus longtemps possible. Alors, quand on parle de Porto, il faut parler aussi de la sécurité. Oui. C'est une ville... ma fille, et pourtant j'ai eu beaucoup de mal, hein, ma fille est sortie à l'âge de 16 ans en boîte de nuit pour la première fois toute seule. Je cache à personne que j'étais caché dans un coin voir ce qui se passait dans Porto, puisque les boîtes de nuit en Porto sont pratiquement à ciel ouvert, elles sont sur le trottoir, dans les bars. Et au bout d'une demi-heure, j'ai vite compris qu'il fallait que je rentre chez moi, qu'il n'y aura aucun problème, et il n'y a aucun problème. Dans les autres régions du Portugal, en général, aucun problème. Même à Lisbonne, qui est la capitale, où normalement... À Porto, il y a aussi autre chose, c'est que les gens se sentent bien, parce que tout le monde respecte l'autre. Il y a un respect, mais ça va jusque dans la façon de parler, la façon de s'habiller, la façon de vivre, la façon d'être. C'est Porto. Et puis, on parlait un petit peu de Porto aussi. Il y a aussi un artisanat qui est important, que j'ai dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, je sais des monuments aussi, un cadre de vie qui est très agréable. On est au bord du Douro. On parle de Porto et des environs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans tous les guides touristiques qui parlent de Porto, vous avez des escapades décrites pour Amarante, où il y a le musée d'Amadeo de Sousa, qui est magnifique, qui a une exposition au Grand Palais. Ici, allez le voir. Si vous allez à Porto, allez à Amarante. Vous avez Viana de Castel, vous avez Braga avec Bon Jésus, etc. Vous avez Aveiro. Vous pouvez remplir une semaine sans problème si vous allez à Porto. Alors, vaut mieux y aller 3-4 fois, comme ça, vous naviguez. Et puis, il faut savoir une chose, il n'y a pas que l'Algarve pour le golf. Porto et les environs, il y a 14 golfs. Et pas cher. C'est très démocratisé. La différence avec l'Algarve. C'est démocratisé. Qui est fait plus pour des Anglais au niveau du golf. Ouais, laissez les Anglais dans l'Algarve. Voilà. Mais c'est vrai que c'est le côté sécuritaire, c'est ce qui ressort quand on parle avec les milliers de Français qui se sont... Je parle des installés, je ne parle pas des touristes. C'est la première chose qui ressort, c'est le côté sécuritaire. Avant même la fiscalité et même le climat. Mais même les touristes, ils se sentent chez eux, ils reviennent. Ils reviennent, c'est incroyable. La majeure partie de la fiscalité, ils en profitent, mais ils ne sont pas venus pour la fiscalité. Oui, ils ne sont pas venus pour ça. Non. Alors, on va s'arrêter sur ce sujet. Juste avant de clore l'émission, j'aimerais quand même qu'on aborde un sujet qui est quand même assez important et qui est celui de la gastronomie portugaise. On écoute Benoît Voitier, qui est directeur du site Webhelp et qui nous fait un tour d'horizon. Bonjour Paris, je me trouve actuellement au sein d'un des meilleurs restaurants de la ville de Porto pour vous parler de gastronomie. Alors on s'accorde tous à dire que la gastronomie portugaise n'est pas aussi fine et développée que la gastronomie française, mais néanmoins on y mange bien. Pourquoi on y mange bien? Car on y trouve une norme équivalente à celle de l'AOC et qui s'appelle le DOP et qui vous garantit des produits de qualité. N'oublions pas non plus que Porto est au bord de la mer et vous pouvez manger des crustacés et des poissons de grande variété et de grande qualité. Je ne vous ferai pas l'apanage de la richesse en ce qui concerne le vin de Porto qui est mondialement connu. Alors une chose qui m'est parue étrange quand je suis arrivé à Porto est que vous ne retrouverez pas de fast-food en grand nombre. Pourquoi vous ne retrouvez pas ces fast-food? Car il existe un produit qui s'appelle la Francesinha.
Alors, qu'est-ce que la Francesina? C'est l'équivalent de notre croque-monsieur, mais c'est une version différente où vous retrouverez de fines couches de viande entourées d'une épaisse couche de fromage, le tout arrosé d'une sauce épaisse. Alors, l'origine de la Francesina n'est pas bien connue. Néanmoins, on s'accorde à dire qu'il y a deux théories. Soit ce sont les troupes napoléoniennes qui ont importé et qui ont fabriqué ici à Porto ce produit, ou soit c'est un garçon de café qui l'a inventé ici à Porto. Alors la Francesina, c'est un plat phare de Porto. Écoutez, non, c'est anecdotique la Francesina. On va pas parler de hamburger. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres plats à découvrir au Portugal. Alors racontez-nous. Écoutez, vous avez des plats en sauce, hein, des plats riches avec de la viande, mais vous avez également beaucoup de poissons. On a cité les fruits de mer. Vous avez des cataplanes, vous avez des riz qui sont des risottos portugais que je recommande également. Enfin bon, et puis surtout au niveau vin, vous avez la vallée du Douro et la qualité du vin Douro que jusqu'à présent les Français connaissaient peu, mais qui mérite d'être, qui a eu plusieurs prix ces dernières années et qui mérite d'être découvert. Je vous invite à les goûter ce soir ou ce midi. On espère. Et les vins de Porto également. Les vins de Porto, effectivement, je pense que la meilleure publicité qu'il y a eu sur les vins de Porto, je ne vais même pas en parler, c'était Madame Jeanne Calment, rappelez-vous, elle avait 123 ans, et quand on lui a demandé quelle était sa recette pour vivre aussi longtemps, elle a dit qu'elle buvait un verre de Porto tous les matins. Donc, c'est pas la peine d'expliquer qu'effectivement... Moi, je suis sûr que le cycliste là, de 105 ans, s'il se mettait au vin de Douro rouge, il ferait encore 5 Et je crois qu'il le prend après déjeuner. Le vin de Douro. Il faudra qu'on l'interroge. Je crois que c'est l'argument. Pour la gastronomie, il faut savoir qu'il y a 30 étoiles Michelin, qu'il y en a eu 9 de plus cette année, dont 2 restaurants à Porto, puisqu'on vient à Porto, le Yatman et Casa do Chá. Ils ont eu des étoiles supplémentaires. Yatman, Pedro Lemos et Casa do Chá. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On va clôturer cette émission sur cette petite note gustative. Je vous remercie à tous d'être venus. Notre prochaine émission, c'est dans quelques instants. Elle sera consacrée à Miami. Et en attendant, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les bonus de l'émission sur Porto sur le site internet de l'émission. Merci de nous avoir suivis.